Donc on va voir aujourd'hui comment intégrer un jeu à une séance pédagogique. Un jeu ou quelque chose qui s'apparenterait du jeu, on le verra pendant cette présentation. Donc, personnellement, donc je m'appelle Mathieu Boucher, je suis médiateur numérique à Réseau Canopé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Réseau Canopé, mais je vais faire une petite présentation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc quelques définitions pour commencer, ensuite des pistes pour savoir pourquoi utiliser le jeu en classe, quelques idées reçues autour du jeu dans la salle de classe, et enfin un temps sur quelles sont les étapes à ne pas oublier lors de la conception d'une séance ludopédagogique ou une séance avec un peu de jeu pendant la séance. Donc oui, Réseau Canopé, pour rappel, on est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale, donc globalement, on est très nombreux à être des enseignants détachés à Réseau Canopé. Donc moi, en l'espèce, j'étais professeur de maths sciences en lycée professionnel. Et donc, on fait des formations sur toute une série de thématiques, et en particulier tout ce qui concerne les formations au numérique et à l'utilisation du numérique en classe, et par le numérique. On est aussi une maison d'édition, hein, donc avec un éditeur de revues donc que vous pouvez acheter. Alors, il y a sans doute des personnes qui sont un peu loin de la France, mais on peut aussi les acheter en version numérique. Donc, en allant sur le site réseaucanopé.fr, vous aurez accès à toutes ces informations. Et puis, on propose aussi des ressources numériques. Donc, à voir si elles sont... Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes disponibles depuis tous les pays de l'étranger. Donc, à vous d'aller essayer, et le cas échéant, de faire une demande à réseaucanopé.fr pour savoir si vous pouvez obtenir les droits ou pas. Voilà, donc aujourd'hui, on est ici pour parler de l'utilisation du jeu dans une séance de pédagogie. Donc, on va commencer par quelques définitions. Donc, déjà, on va commencer par se poser la question. Alors, ne vous inquiétez pas, la date en bas de mon diaporama, j'ai repris les diapos d'autres présentations et j'ai oublié de corriger les dates. Je viens de me rendre compte. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un jeu? Donc, ce que je vous propose, c'est dans le chat de me donner vos réponses parmi les 8 propositions que je vous propose. Quels sont pour vous l'item qui se rapproche le plus d'un jeu? Voilà. Donc vous avez le Monopoly, Minecraft, une application Learning Apps, une poupée, un morpion, un toboggan, les Sims et Dixit. Donc tout le monde me met tous. Ok. On va partir de ce résultat. Donc, on va aller voir, pour répondre à cette question, on va aller voir ce qui se passe du côté des chercheurs sur le jeu, enfin, quelques chercheurs, hein, c'est pas tous. Et donc, ici, vous avez donc, dans ce tableau 15 items qui ont été répertoriés par Salem et Zimmerman, qui sont les items qui peuvent apparaître dans les différentes définitions du jeu en fonction des auteurs. Et donc, je vous ai mis 4 auteurs dans le tableau, et on remarque qu'ils ne vont pas tous utiliser les mêmes items. Donc, une première chose qui est importante, c'est que la perception d'un jeu est totalement subjective, elle va dépendre et des personnes et des situations. Par exemple, si on parle du morpion, hein, que je vous ai le tic-tac-toe, on peut voir que, comment dire, pour les enfants, c'est un jeu, pour la plupart des enfants, c'est un jeu. Et puis peut-être que quand on acquiert de l'expérience, à force d'y jouer,
on finit par trouver une méthode pour ne pas perdre. Et donc, à partir du moment où on acquiert cette méthode pour ne pas perdre, et ben, ça devient peut-être un petit peu moins un jeu. Donc, ce qui est un jeu peut-être pour un enfant, l'est peut-être moins pour un adulte. Et on peut avoir les mêmes idées sur des jeux comme la bataille ou le jeu de loi, par exemple, qui sont des jeux où finalement on n'a pas beaucoup d'actions à faire et qui restent des jeux pour des enfants. Et un adulte, peut-être, il trouvera un peu moins son compte. Donc, la perception du jeu est très subjective. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et puis, la chose intéressante aussi, c'est que tous les jeux, tous les auteurs qui parlent de jeux, s'accordent sur un point. Bon, alors, il y a une question dans le chat. On me demande si ça reste une base ludique. Alors oui, par exemple, si on part du Morpion, c'est un jeu, mais à partir du moment où, quand on y joue, on sait qu'on ne va pas perdre ou gagner, ça va enlever un élément important du jeu qui fait partie des choses qui sont souvent en définition du jeu, c'est qu'il y a un hasard et on ne doit pas savoir ce qui va se passer à la fin du jeu. Il doit y avoir un peu de suspense ou je trouve plus le mot exact, mais du hasard, hein, de la gestion du hasard, et on ne sait pas comment ça va se terminer, sinon ce n'est plus du jeu. Par contre, pour en revenir sur les choses sur lesquelles tous les auteurs s'accordent, c'est que c'est un principe fondé sur des règles qui vont limiter les actions des joueurs. Donc, si on revient, je vais revenir à la diapo ici. Donc, le 3, il y a quelqu'un qui l'a mis, ne sera pas forcément un jeu. On y reviendra. Mais le 4 et le 6, par exemple, ce ne sont pas des jeux, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles écrites, il y a des règles implicites. Hein. Souvent, quand des enfants jouent avec une poupée, il y a des règles implicites qui vont... il y a des règles implicites qui vont se mettre en place entre les joueurs. En général, il y a un papa, une maman, une grand-mère, une grande sœur, etc. Mais quand on n'aura pas de règles explicites. Quand ce ne sont pas, alors on peut quand même pratiquer un jeu sans règles, hein, c'est ce qu'on fait avec une poupée ou un toboggan ou un ballon, mais à ce moment-là, l'objet ou l'artefact utilisé sera alors un jouet et pas un jeu. Alors, c'est pas forcément inintéressant d'utiliser des jouets, hein, mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le jeu. Et donc, ce sont des choses qui s'appuient sur des règles. Alors, en pédagogie, alors, ça dépend par rapport à... Il y a une question du chat qui demande si il faudrait une situation dans laquelle on peut mettre une stratégie. Alors, je dirais oui et non. Ça va dépendre de vos objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le jeu? Et donc, en cycle 1, évidemment, on fait beaucoup de jeux sans règles. Hein, donc, en cycle 1, c'est un peu particulier. Mais la stratégie, ça peut être une partie intéressante du jeu. Voilà. En tout cas, réfléchir à comment va se passer le jeu avec un peu d'avance. Ça peut être intéressant. Alors, une autre chose qui est intéressante, alors qui est un peu décriée, mais malgré tout qui est intéressante, c'est la notion de cercle magique. Donc, le cercle magique, c'est le fait que l'espace de jeu est délimité dans le temps et l'espace. Donc, ça veut dire qu'un jeu a une durée, un début et une fin. Et il est limité dans l'espace, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. Alors, l'espace, ça peut être le plateau de jeu, ça peut être la table, ça peut être le terrain de sport, par exemple. Et donc, quand on rentre dans cet espace, ce qui se passe à l'intérieur doit rester dans le jeu. Et la deuxième chose qu'il faut, donc c'est un contrat social, c'est que tous les joueurs acceptent librement d'entrer dans le cercle et donc acceptent les règles du jeu. Alors, vous voyez que ça, c'est une définition pour le jeu, hein, pas forcément le jeu en pédagogie, c'est quelque chose de général sur le jeu. Nous, en ludopédagogie, on va un peu tordre ce cercle parce qu'on va espérer malgré tout que ce qui se passe dans le jeu ne reste pas que dans le jeu, hein, qu'il y ait des choses qui puissent servir les apprentissages et donc sortir du cercle. Et le contrat social va être un petit peu plus compliqué parce que on va, entre guillemets, obliger tous les élèves, les stagiaires, les étudiants
à rentrer dans le jeu et donc ils n'auront pas vraiment de libre arbitre. Alors ça, c'est une question qu'il va falloir aussi se poser. Alors pour des jeunes enfants, en général, c'est pas très compliqué, mais plus on va avoir des élèves plus âgés, il peut y avoir des gens qui sont réticents à jouer, il y a des gens qui n'aiment pas jouer. Et donc, à ce moment-là, il faut prévoir des rôles autres d'observateurs, d'arbitres, pour les gens qui ne veulent pas jouer. Pour ne pas avoir à les obliger à jouer, parce que la plupart du temps, ça fera que le jeu ne tournera pas comme il faut. Ils vont être des freins au jeu. Donc, il vaut mieux prévoir quelque chose avant. Voilà. Alors, j'étais un peu vite. Donc, dans le jeu, quand on parle de jeu en classe, il y a beaucoup de mots qui viennent. Il y en a quelques-uns qui sont en français, hein, comme jeu sérieux et ludification. Donc ça, c'est deux définitions qu'on verra juste après. Mais il y a beaucoup de mots, gamification, serious diverting, serious game, serious mooding, serious play, qui viennent de l'anglais. Alors pourquoi il y a tant d'anglicisme dans cette sphère? Eh bien, parce que l'anglais permet d'être un petit peu plus précis que le français. Parce que pour le jeu en français, c'est à la fois l'activité de jeu. Hein, on propose, tiens, on va faire un jeu. Donc, on va rentrer dans une activité ludique. Et ça représente aussi l'artefact, l'objet. Donc, une boîte de jeu, par exemple, on parle de boîte de jeu, donc le jeu, c'est l'objet, ce qu'il y a dans la boîte. Alors qu'en anglais, on a deux termes, donc le game et le play. Donc le game qui désignera l'objet avec ce à quoi on joue, et le play qui va définir l'action du joueur, l'activité ludique. Et donc, ça nous permet d'avoir plus de souplesse avec, par exemple, si on parle de jeu sérieux, donc il y aura deux traductions en anglais, il y aura le serious play, donc l'activité de jeu sérieux, et le serious game qui sera le jeu, l'artefact, l'objet, donc le jeu vidéo ou l'objet, le jeu de société auquel on va jouer. Alors, on va pouvoir aller se poser la question déjà, qu'est-ce qu'un jeu sérieux ? Donc là, on est sur l'artefact. Donc un jeu sérieux, ça va être un jeu qui va être créé au départ par son créateur, dès sa conception, de viser un marché, qui n'est pas que le seul divertissement, donc pas que le jeu. C'est-à-dire qu'il y aura un deuxième secteur qui sera mis en place, enfin qui sera visé, pardon, par le créateur du jeu. Donc on peut faire plusieurs choses avec un serious game. Donc ça, c'est une classification que vous pouvez retrouver dans ce petit livre canopé, Apprendre avec les serious games. Donc on peut faire plusieurs choses. On peut diffuser des messages, on peut dispenser des entraînements. Donc diffuser des messages éducatifs et dispenser un entraînement, c'est deux choses qui vont pouvoir nous intéresser dans l'éducation pour les élèves, hein, leur apporter un message éducatif et les faire s'entraîner par exemple en mathématiques, on peut faire des matadors, des comptégons, donc on s'entraîne à faire des calculs. Donc on a un entraînement. Et puis favoriser l'échange de données, alors ça va être peut-être un peu plus pour les enseignants, récupérer des données pour savoir ce qu'ont réussi ou pas les élèves. Il y a tout plein de secteurs qui sont impactés par les serious games, et pas seulement l'éducation. Il y a l'éducation, mais il y a tout plein de secteurs qui sont utilisés. Et ce qui est important, c'est que le jeu sérieux, dès sa conception, il va viser une finalité utilitaire, dans notre cas, une finalité pédagogique. Alors les serious games, c'est pas récent, mais le terme serious game a été utilisé en 2002 avec le jeu American Army, donc là qui n'est pas du tout un jeu pédagogique, hein, qui est un jeu de guerre, et qui était un jeu qui servait à l'armée américaine à faire sa publicité, et éventuellement à recruter et faire des entraînements. Cela dit, ce n'étaient pas les premiers serious games numériques qui existaient, hein. Il y a des Lemonade Stand, qui était un jeu de gestion d'une petite entreprise de vente de limonade, qui existait, qui a été programmé dès 1973. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux sérieux, en particulier dans les licences participatives,
Donc, où tous les joueurs vont faire en sorte de récolter des données pour les chercheurs, qui vont pouvoir avancer un peu plus. Alors, on parle beaucoup de serious games de nos jours, depuis quelques temps, à cause des serious games numériques. Et donc, c'est pour ça que le débat est revenu c'est un sujet qui est redevenu à l'ordre du jour grâce aux jeux numériques. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire assez facilement en classe, donc l'idée là, ça va être de trouver un serious game qui correspond à l'activité qu'on veut faire. Donc là, c'est la première chose qu'on peut faire en classe, c'est d'utiliser un serious game, donc quelque chose qui a été créé pour être utilisé en classe. L'autre chose qui est facile à mettre en œuvre, ça va être qui va être possiblement mise en œuvre, ça va être la ludification. Donc ludification, gamification, le terme français, le terme anglo-saxon, qui consiste à associer des mécaniques qui appartiennent au jeu, donc la définition dans des contextes ou objets qui en sont dépourvus. Donc par exemple, un cours classiquement ne contient pas de mécanique de jeu. Et on peut, malgré tout, rajouter des mécaniques. Donc les mécaniques, ça va être les systèmes de points, les scores, les niveaux, des systèmes de badges, etc. etc. Donc tous ces items qui, au départ, font partie de l'univers ludique, on peut les faire rentrer dans le jeu. Voilà. Et donc, on a, là, je vous ai mis deux exemples de gamification, ludification. Donc, vous aurez le lien. Donc là, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est un escalier. Donc, on voulait que les gens... C'était dans le métro de Stockholm. Donc, il y avait un escalator et un escalier. Et les gens prenaient l'escalator. Et donc, pour des raisons de santé, on avait envie de trouver une idée pour qu'ils prennent l'escalier plutôt que l'escalator. Et donc, il a été installé un piano. Donc, c'est un piano qui joue de la musique. Et donc, les gens, en montant le piano, en montant l'escalier, vont jouer des notes de piano. Et donc, a priori, ça les amusait. Et donc, l'escalator a été pas complètement délaissé, mais plus ou moins délaissé parce que c'était plus amusant d'aller faire de la musique sur l'escalier. Une deuxième chose qui a été faite en ludification, donc ça c'est pour les employés d'une célèbre marque de pizza qui, pour apprendre les recettes, utilisaient les principes des jeux qui existent sur téléphone où on a des commandes et il faut refaire les recettes. Donc on utilisait le même principe que les jeux smartphone, mais dans le but que les employés apprennent les recettes par cœur pour pouvoir les faire le plus vite possible. Donc, ça va commencer. Alors, il existe... Là, on parle de ludification, donc on ne va pas faire un jeu. Là, on va pas faire un jeu, mais on va utiliser des principes du jeu. Donc, il y a beaucoup d'outils numériques aujourd'hui qui vont vous permettre de faire ça. J'en ai mis quelques-uns sur la diapositive, mais vous avez de nombreuses applications. Donc, Coocap, Classxoon, Bika, c'est plutôt normalement des choses pour faire des quiz en ligne, des quiz en direct. Mais on peut intégrer des systèmes de score et de classification pour mettre un petit peu de challenge entre les participants. Donc, ce que fait Kahoot aussi. Et puis, vous avez aussi des applications comme Learning Apps, H5P, World. Je crois que je ne l'ai pas bien écrit. C'est WordWall. C'est WordWall, pas WorldWall. Donc, qui vont être des applications qui vont vous permettre de faire des petits jeux à partir, plutôt que de poser des questions, de faire des QCM, ça va être un petit peu ludifié. Donc, on ne va pas être dans le jeu, on va être dans la ludification. Et donc, pour vous montrer un exemple, donc là, vous devez avoir un lien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez directement cliquer dessus ou si vous allez pouvoir aller ouvrir une nouvelle fenêtre pour jouer. Donc, l'idée de ce petit jeu, c'est de vous faire découvrir un outil numérique et puis revenir sur les définitions du jeu. Donc, vous allez jouer à un jeu
un questionnaire qui va ressembler à un Pac-Man, un petit jeu vidéo. Donc, pour y aller, soit vous cliquez sur le lien dans le chat, soit vous le recopiez sur une nouvelle fenêtre. Et donc, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc, pour déplacer votre personnage, vous allez devoir utiliser les flèches de votre clavier. Et puis, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir dans le chat. Donc, je vais... Je vais l'ouvrir de mon côté pour vous le partager, que tout le monde voit ce qui se passe. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous devez avoir un petit jeu comme ça. Et donc, vous allez déplacer le personnage rouge en utilisant les flèches de votre clavier. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur les cases qui, d'après vous, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, sont des cases qui représentent un jeu. Alors, j'ai fait un petit peu court, exprès, hein, pour que ce soit un petit peu difficile. Donc, je vais repartager le bon écran. Et donc, je vais vous repartager. Je vais vous repartager mon écran et donc je vais vous montrer. Donc, on a un petit feedback. Hein. Juste que je retrouve. Donc, voilà. J'ai un petit feedback, donc je sais qu'il y a combien de personnes ont joué et les scores qui ont été obtenus. Donc là, je ne vous avais pas demandé de marquer votre nom, mais on aurait pu aussi j'aurais pu vous demander de rentrer un pseudonyme. Comme ça, j'aurais pu savoir ce que chacun avait fait. Donc, voilà un petit exemple de ludification. Alors, pas évident, oui. Alors, voilà. J'ai mis une difficulté un petit peu élevée, mais c'était juste pour qu'il y ait un petit peu de challenge malgré tout. Donc, tout est paramétrable. Donc, voilà, c'est une chose qu'on peut faire et c'est très rapide à faire, ça. Hein. Vous remplissez... c'est comme un QCM, vous mettez vos réponses. Donc là, c'était des images. Et donc, le jeu se fait très rapidement. Alors, langage online, je vais le noter, parce que je ne connais pas. Mais voilà, donc, dans les exemples que je vous ai mis sur les diapos, il y a plein de petits jeux. Learning Apps, on peut faire beaucoup de choses. Alors, WordWall, ce n'est pas gratuit, mais moi, j'ai utilisé qu'une partie gratuite. Il y a un petit abonnement à l'année si vous voulez avoir plus d'outils. Learning Apps, c'est complètement gratuit. Enfin, la plupart des outils numériques, hein, je ne sais pas... Bon, la plupart des outils numériques fonctionnent comme ça. Il y a une petite partie gratuite et une petite partie payante. Bien. On va poursuivre. Alors, donc j'ai repris un petit cadran qui représente les dimensions de l'activité humaine. Donc, vous voyez, c'est un cadran qui a été utilisé, enfin, qui a été transposé pour l'école, puis après il y a les positionnements des situations formelles et informelles, ça a été traduit en français. Et donc, sur ce cadran, moi j'ai placé, donc, vous avez deux axes, un qui est l'axe vertical jeu, non-jeu,
et un axe horizontal qui est sur travail ou école, en ce qui nous concerne, et de l'autre côté, le plaisir. Donc, un cours classique se trouverait dans le cadre en bas à gauche, donc avec quelque chose qui concerne plutôt le travail, mais qui n'est pas un jeu. Et puis les jeux seraient plutôt dans le cadre en haut à droite, donc qui concernent le jeu évidemment, et qui sont là pour faire du plaisir. Enfin, les jeux sont faits pour prendre du plaisir. Et donc nous, l'objectif en ludopédagogie, ce qu'on souhaite, c'est de combiner les avantages du travail et du jeu plaisir, et donc de se retrouver dans le cadran en haut à gauche, donc dans le cadran jaune, pour avoir du jeu qui est dans le travail. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser les jeux sérieux, dont on a parlé tout à l'heure, le carré orange, ou de faire de la ludification, un petit exemple que vous venez de vivre. Donc on a pris une question de cours et on l'a ludifiée donc pour entrer dans le cadre du jeu. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des jeux qui ne sont pas faits au départ pour être des jeux sérieux, qui sont des jeux qui sont de pur plaisir. Et donc, on peut les utiliser dans une activité de jeu sérieux de plusieurs façons. Donc, alors, Serious Diverting, ça va être, on va utiliser le jeu tel quel. On fait une partie d'un jeu et on l'utilise sans le modifier. Et l'autre solution, c'est le game modding. Donc là, on va prendre un jeu qu'on connaît, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font avec le jeu de loi, le Trial Pursuit. Ce n'est pas forcément les jeux les plus intéressants, mais on va récupérer une mécanique d'un jeu que l'on connaît, qui est efficace, et on va modifier le jeu pour qu'il remplisse ce que l'on veut faire travailler aux élèves en classe. Donc, par exemple, on peut avoir des Cluedo sur le Moyen-Âge, on peut avoir, je ne sais pas moi, après tout est possible. Hein. Donc on prend un jeu qui existe et on le modifie pour l'utiliser, pour avoir une visée pédagogique. La dégamification que j'ai mis, c'est quelque chose de très rare. L'exemple le plus connu, c'est le jeu Assassin's Creed, qui a été modifié pour permettre aux élèves en classe d'aller se promener dans les pyramides d'Égypte ou dans une cité athénienne, en utilisant le jeu vidéo, mais en enlevant tous les éléments ludiques du jeu. Donc c'est un jeu où il faut se cacher et tuer des gens, donc c'est pas forcément très intéressant à utiliser en classe. Et donc, ils ont enlevé tous ces paramètres du jeu pour qu'ils puissent être utilisés pour faire de la découverte et être utilisés en classe. Donc là, une autre façon de voir tout ce que j'ai dit dans le graphique précédent. Et puis, donc maintenant, pourquoi utiliser le jeu en classe? Parce que ça, on ne s'est toujours pas posé cette question. Donc, le jeu a plusieurs intérêts. Le premier cadre, ça va être la motivation et le plaisir. Donc en général, on va avoir du plaisir à jouer, on va être plus motivé dans le jeu. Donc ça, c'est important. Il y a des aspects de socialisation aussi. En fonction de l'âge des enfants, ça peut être intéressant. Rien que le fait d'obéir à une règle, de suivre une règle, de jouer avec les autres, surtout si on utilise des jeux coopératifs. Et puis une autre chose le deuxième pôle qui est important, ça va être la dédramatisation de l'erreur. Se tromper pendant pendant un jeu, pardon, c'est pas très grave. On recommence, on réessaye. Et donc l'erreur dans le jeu n'est pas vécue gravement, alors que en classe, ça peut être un peu plus délicat quand un élève n'arrive pas à faire quelque chose. Il peut y avoir un phénomène de blocage qui existe beaucoup moins dans le jeu. Donc ça va avec la persévérance, l'estime de soi aussi. Et puis, donc là, ça va être important de choisir un jeu pas trop difficile, malgré tout. Donc, toutes les compétences qui peuvent être utilisées dans un jeu. Donc, il y a des jeux d'observation, de mémorisation, de motricité, de communication, de calcul. Et ce sont des compétences, des capacités, en tout cas des compétences, des capacités qui sont mises en jeu en classe. Pas forcément dans les mêmes cadres, mais donc tout ça pour montrer que des compétences qui sont utilisées dans le jeu peuvent être réinvesties en classe, en choisissant les bons jeux et
et les bonnes capacités, les bonnes compétences. Alors, ce sera pas, là, on parle de compétences, ce n'est pas exactement les compétences des programmes pédagogiques, mais ça pourrait être aussi appelé des skills, des choses comme ça. Ensuite, le jeu, il peut servir à beaucoup de choses. Donc, on a vu qu'il peut être pour consolider, hein, pour faire des activités de médiation. Donc, ça, c'est ce qui va aller avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'entraînement. Hein. On peut faire un jeu où on va faire des multiplications. Donc, on ne va pas apprendre la multiplication, mais on va s'entraîner à utiliser les multiplications. Ça peut servir à introduire une notion, par exemple en histoire ou en géographie. Il y a beaucoup de jeux qui sont utilisés. Et puis, ça pourrait être aussi pour illustrer une notion. Enfin, on peut l'utiliser dans plein de moments dans une séquence pédagogique. Alors, je vois que le temps tourne, donc je vais avancer un peu plus vite. Quelques idées. Alors, vous avez ce livre que je vous conseille si vous êtes intéressé par la question. Donc, c'est un livre où il y a 10 idées fausses sur le jeu. Là, je vais juste en parler de 3. Donc, le jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on reparle de nouveau de l'apprentissage du jeu en classe avec l'arrivée de le retour de l'informatique et l'apparition des serious games numériques. Mais ce ne sont pas des notions qui sont tout à fait nouvelles. Dès l'Antiquité, au Moyen-Âge, on parlait déjà de jeux dans l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Ensuite, souvent, ce qu'on entend dire, c'est que les jeux dédiés à l'apprentissage ne sont pas amusants. Alors, je dirais, c'est possible. Alors, pourquoi ça arrive que les jeux pédagogiques ne soient pas très intéressants, ou pas amusants en tout cas? Amusant, c'est que pour créer un serious game, il y a deux facettes à avoir. Il faut à la fois être pédagogue pour que le jeu soit pédagogique et aussi avoir une expertise en game design, en tout cas en jeu, pour que ce soit un jeu qui soit intéressant, et du côté ludique et du côté pédagogique. Et donc, ça nécessite en général une double expertise. Donc, c'est pour ça qu'un des moyens que le game modding, par exemple, hein, qui est d'utiliser des jeux du commerce, hein, qui ne sont pas là pour être sérieux, et les modifier pour les rendre sérieux, eh ben, on va s'affranchir de cette difficulté. On va partir d'une mécanique de jeu qui fonctionne, on n'aura pas à créer, et donc nous, on aura juste à rajouter, en tant qu'enseignant, notre couche pédagogique sur ce jeu. Donc ça peut être un moyen très facile d'arriver à faire quelque chose qui utilise des jeux qui sont amusants. Donc, double compétence, pédagogue, game designer. Encore une fois, en français, on dirait auteur de jeu, mais dans le milieu, on utilise beaucoup le terme de game design. Ensuite, un autre mythe qu'on n'apprend pas en jouant. Alors, attention, c'est justement là qui pourrait être intéressant dans la dernière partie de ce que je vais vous présenter. Donc, pendant une partie de n'importe quel jeu, on peut avoir des apprentissages informels, mais qu'il va falloir formaliser à l'aide d'un débriefing. Donc, pour créer une séance ludopédagogique, il y a un modèle qui a été créé par Julien Alvarez et Pascal Chaumette, et qui a été dans ce Geniali, donc vous le retrouvez, hein, vous tapez modèle CEPA Geniali, vous retrouverez cette iconographie, qui a été agrémenté par 2 collègues de l'université de Louvain. Et donc, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on a 5 étapes qui vont être prises en compte. Donc, la création du scénario pédagogique, le démarrage de la séance de jeu, l'animation du jeu, le débriefing, hein, ce dont on vient de parler, donc qui va être peut-être la partie la plus importante, et enfin l'évaluation, savoir si sa séance a été intéressante ou pas. Et donc, pour chacune de ces 5 étapes, on va avoir 5 objets d'attention. Donc, la pédagogie, le jeu. Donc ça, la pédagogie, c'est ce qu'on veut enseigner, les objectifs pédagogiques. Le jeu, c'est le jeu qu'on va utiliser. Le contexte, donc ça va être tout ce qu'il y a autour. Donc, est-ce qu'on va avoir suffisamment de place pour jouer? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de matériel numérique si c'est un jeu numérique, etc., etc. Donc, tout ce qui va être dans la mise en place du jeu. Les apprenants, ce sera les joueurs. Hein. On ne va pas faire jouer au même jeu à un lycéen et à un élève de CP. Donc, il va falloir prendre
en considération l'âge des joueurs, mais pas seulement. Est-ce que c'est des élèves qui sont en difficulté? Est-ce que c'est des élèves qui ne sont pas en difficulté? Enfin, voilà. Donc, prendre en compte les apprenants. Et puis, le rôle de l'enseignant aussi qui va être important pendant cette séance, parce que l'enseignant va, pendant un temps, mettre de côté son rôle d'enseignant pour être plutôt un animateur de jeu. Donc, si on regarde rapidement, il reste 5 minutes, on devrait être dans les temps. La conception du scénario, donc on va commencer par définir ses objectifs pédagogiques, comme toujours. Ça, c'est pas quelque chose de très étonnant. Qu'est-ce qu'on va vouloir travailler avec le jeu auquel on a fait jouer? On va ensuite choisir le jeu qui va définir, qui va être le plus facile à utiliser, en tout cas qui va, d'après ce qu'on pense, le mieux convenir à nos objectifs pédagogiques. Donc ensuite, bien penser à l'ergonomie et à la facilitation. Est-ce que, par exemple, est-ce que tout le monde aura un ordinateur? Est-ce que, si on peut jouer à un jeu numérique, est-ce qu'il y aura assez de tables, assez de jeux pour que tout le monde joue? Comment je vais m'organiser pour si j'ai pas, est-ce que je vais faire des groupes? Est-ce que, voilà. Donc, à l'ergonomie et à la facilitation, prendre en compte le profil des joueurs et définir le rôle de l'animateur. Ensuite, ce qui est important, quand on va faire jouer, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est donc annoncer les objectifs. Donc moi, tout à l'heure, mon objectif, c'était de vous faire découvrir, quand vous avez joué tout à l'heure, c'était de vous faire découvrir un outil numérique. Et le deuxième objectif, c'était de revenir sur ce qu'on avait vu sur la définition d'un jeu. Présenter le jeu, donc je vous ai dit que c'était un jeu de Pac-Man, qui va vous permettre de répondre à une question. Le contexte je vous expliquais que vous allez avoir une nouvelle fenêtre. J'ai fait attention à ce que vous ayez bien le lien. Donc, je savais que vous aviez tous un matériel numérique, donc je ne me suis pas inquiété de ce côté-là. Et puis, je vous ai expliqué comment ça allait jouer en utilisant les flèches du clavier. Alors, l'animation du jeu, là, je n'ai pas eu vraiment d'animation à faire parce qu'on était à distance. J'ai essayé de vous faire jouer malgré tout. Mais pendant que vous êtes, c'est là où ça va être peut-être difficile pour l'enseignant, c'est que pendant le temps de jeu, vous n'êtes plus, entre guillemets, enseignant, vous allez être observateur et animateur. Donc vous allez être là pour recadrer les joueurs si besoin, réactiver les objectifs, savoir pourquoi ils jouent, mais en aucun cas il va falloir leur poser des questions sur va falloir venir les interroger, mais pourquoi tu joues comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Parce que ça va bloquer les élèves dans le jeu. On n'est pas là pour parler pédagogie, on est là pour que les élèves jouent. Donc on laisse le jeu se faire. Ensuite, le débriefing. Donc le débriefing, on va repartir du bas. Et donc, on va arrêter le jeu en douceur, revenir sur les questions techniques éventuellement, et le vécu des joueurs. On va leur demander de rejouer les étapes clés et là, à ce moment-là, c'est là que nous, on va redevenir enseignants et donc repartir de ce qu'ils ont ou ce qu'ils pensent avoir appris pendant la partie pour essayer de retomber sur les objectifs pédagogiques qu'on s'était donnés au départ, le jeu étant là pour initier la réflexion sur nos objectifs, initier la découverte, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation du jeu et de tout ce qui peut être intrinsèquement dans le jeu par rapport à la motivation, l'engagement, le statut de l'erreur également. Et donc, on va utiliser toutes les caractéristiques intrinsèques des jeux pour pouvoir arriver à nos objectifs et donc avec des élèves qui auront été captivés et qui ont été contents de jouer, je trouve plus le mot que je voulais dire. Bref. Et ensuite, la dernière colonne, donc là, c'est plus... et donc, c'est là que vont se faire les apprentissages. C'est là qu'on va avoir, à ce moment-là, qu'on va avoir ce qui était marqué sur la diapo précédente, la formalisation des apprentissages. Ce que j'avais mis ici. Passer de l'apprentissage informel pendant un jeu à un apprentissage formel qui est dispensé par une personne ayant l'autorité, dans notre cas l'enseignant. La dernière colonne, c'est pour vous après, c'est une fois la séance pédagogique terminée,
est-ce que votre jeu a été intéressant ou pas? Est-ce qu'il a été facilitant? Est-ce qu'il a aidé les élèves à s'engager et à apprendre? Donc la phase de débriefing, c'est la plus importante, c'est celle qui va permettre aux élèves de passer du jeu à l'apprentissage. Et donc c'est celle-là qu'il faut travailler avec ces élèves et qu'il ne faut pas oublier. Sinon, on risque de passer à côté. Il y a des élèves qui vont avoir appris des choses pendant le jeu et d'autres qui ne vont pas avoir, qui auront joué mais qui n'auront pas vu les ressorts, ce qu'il y avait à apprendre. Et donc, il va falloir leur exprimer et leur faire apprendre exactement ce qu'on voulait. Donc, 3 questions pour atterrir. Qu'avez-vous ressenti? Alors, on peut changer les questions en fonction du public. Comment améliorer l'expérience? Donc, ça, c'est pour revenir sur les difficultés techniques, s'il y en a eu. Et que pensez-vous avoir appris? On part de ce que les élèves pensent avoir appris pour aller vers les objectifs pédagogiques que nous nous étions fixés. Donc, je vais finir rapidement. Quel type de jeu? Donc, on peut utiliser des jeux de société. Je peux vous encourager, si vous voulez, aller sur la plateforme Canopé, donc qui est gratuite, donc apprendre par le jeu. Et donc là, vous avez plein de jeux du commerce qui sont décrits. Et donc, vous avez pour chaque jeu une fiche qui va décrire le jeu et comment l'utiliser en classe, comment l'adapter pour pouvoir l'utiliser en classe. Donc, vous avez des jeux dans différentes matières et pour différents cycles. Donc ça peut être une première base. Ensuite, si vous voulez découvrir les jeux, il y a plein de sites internet, plein de chaînes YouTube qui vous détaillent des règles, qui vous présentent des jeux. Et puis un site qui permet en ces moments de confinement de jouer en ligne, de découvrir des jeux. Board Game Arena, c'est gratuit, vous pouvez aller jouer à des jeux de société contre d'autres joueurs. Donc là, on ne joue pas contre un ordinateur, on joue vraiment contre d'autres joueurs. C'est des jeux qui ont été modélisés, mais on joue comme on joue à un jeu de société. Alors après, vous pouvez vous fabriquer votre jeu avec une imprimante, vous faites des cartes. Il faut au moins des papiers de 200 grammes si vous voulez faire des cartes qui ressemblent à quelque chose, des pions, des dés. Il y a des sites qui vous permettent d'acheter tout ça, tout ce qu'il faut. Ensuite, les jeux numériques. Donc là, je vous ai donné deux sites qui répertorient des jeux sérieux numériques. Voilà. Donc, vous pourrez aller choisir en fonction de votre matière et des niveaux de vos élèves et de ce que vous voulez travailler. Et puis il y a aussi l'escape game qui est bien à la mode en ce moment, l'escape game pédagogique. Donc 2 sites qui permettent de retrouver des escape games et de faire des escape games pédagogiques. Alors on peut faire Genially, Serious Escape Card qui va vous permettre de faire des jeux du type de Unlock par exemple. Et puis l'application Pégase qui permet de faire des jeux de piste, des jeux de société, des escape games numériques. Donc là, pour y avoir accès, il faut être abonné à un atelier Canopé. Donc pour conclure, quand vous utilisez un jeu en classe, commencez par définir vos objectifs pédagogiques, choisir le jeu le plus précisément possible en fonction du matériel que vous avez de vos élèves, bien expliquer ce jeu. Le point 4, laissez vos élèves jouer pendant le jeu. Et surtout le 5, n'oubliez pas de débriefer afin de revenir sur les apprentissages. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Soit, je pense que vous pouvez ouvrir vos micros ou dans le chat, éventuellement. J'ai été un petit peu rapide sur la fin, mais n'hésitez pas à fouiller. Laissez-les vivre le jeu, parce que sinon, ce ne sera plus un temps de jeu. Si vous intervenez en tant qu'enseignant pendant un jeu, ce ne sera plus un jeu en fait. D'accord. Mais ouais, je veux pas. En fait, c'est surtout dans le sens où moi je suis enseignante en CP et même très petits, ils sont pas dupes non plus. Ils savent très bien que quand on joue en classe, même si c'est un moment qu'ils apprécient, ils s'amusent bien, ils savent qu'il y a un enjeu qu'il y a un enjeu derrière et que en fait c'est du travail entre guillemets quoi. Donc de toute façon, d'après le modèle cépage là,
C'est ce qui, c'est juste une formalisation, hein, le modèle cépage, hein, on peut faire autrement. L'idée, c'est de toute façon, on annonce les objectifs. Hein. On dit on va jouer à ce jeu pour travailler quelque chose. Donc, on les prend pas en traître, on va dire. Mais pendant le temps de jeu, laissez le temps de jeu être un temps de jeu. D'accord. Quitte à recadrer s'il y a besoin, parce que s'il y a un enfant, un élève, pardon, s'écarte du jeu et de voilà, on n'est pas là pour laisser comment dire, on est là pour réguler la classe pour que tout le monde soit dans le jeu. Mais n'allez pas, comme par exemple si vous faites un escape game pédagogique, il faut laisser les gens chercher, il faut laisser les gens ne pas y arriver, parce que si on donne toutes les réponses tout de suite, bah, ça n'a aucun intérêt. Voilà. D'accord. Et je pense au cas de petits jeux qui sont parfois très très courts. Tout à l'heure, vous avez mentionné la bataille, par exemple. Mettons que ça se fait avec très peu de cartes. En fait, ma question, elle venait plus sur... il y a toujours des toutes petites parties de 2-3 minutes qui vont se jouer. Et j'ai tendance, personnellement en tout cas, à intervenir entre ces parties pour savoir quelles stratégies ils ont mis en place, comment ils ont compris le jeu, comment ils peuvent mieux faire pour les encourager, pour les aider en tout cas à trouver peut-être une stratégie. C'est sûr que sur un jeu un peu plus long, je les laisserai probablement faire, mais sur un petit jeu qui va durer 3 minutes et qui vont répéter, j'interviens entre-temps. Mais ça, vous ne le recommandez pas non plus? Ah si, moi j'interdis rien de toute façon, c'est juste des... Ah non, je me doute. Mais non, parce que en fait, c'est comme si vous jouiez une fois et vous revenez sur la partie. Donc, pour moi, vous avez laissé vos élèves jouer 2-3 minutes. Le jeu, il n'est pas obligé de durer 3 heures. Hein. Donc, ce que vous proposez, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que vous avez joué, pourquoi vous avez joué comme ça, et après, on remet tout le monde en jeu en espérant que tout le monde arrive à... Ça me paraît tout à fait intéressant, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste, le temps de jeu, il peut être très court. Mais pendant le temps de jeu, n'allez pas intervenir dans une partie en disant pourquoi tu as joué ça, par exemple. Plutôt, on s'arrête, on laisse jouer. Oui. Et puis, on dit, alors, qu'est-ce que vous avez joué? Est-ce que vous avez trouvé une façon de gagner? D'accord, bien que ce soit tentant, il ne faut pas. D'accord. Voilà, pour que vraiment l'enfant, pendant qu'il joue, il soit libre de jouer comme il veut et qu'il ne sente pas la présence de l'enseignant au-dessus de lui. D'accord. C'est juste... parce que sinon, on va biaiser le jeu un peu et ça va être un exercice, ça ne va plus être un jeu. Ça va... C'est vrai. Une interrogation. Voilà. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je voulais vous transmettre un document PDF, mais je ne sais pas du tout comment je peux le faire. Parce que donc, je vais vous transmettre. Je sais. Alors, ce que je vous propose, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat. Et si vous voulez le document, vous m'envoyez un mail. Et je vous enverrai donc le PDF, où il y aura tous les liens et il y aura même des choses en plus que j'ai pas eu le temps que j'avais choisi de pas dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail en me disant que vous avez participé à l'intervention d'aujourd'hui et je vous enverrai le document sans aucun souci. Ah, d'accord. Okay. Et puis, donc une chose aussi, hein, vous avez aussi le droit, alors ça dépend de l'âge de vos élèves, de votre classe et de comment organiser votre temps de travail, de faire un peu de jeu juste pour jouer, c'est aussi intéressant. En particulier, l'utilisation des jeux collaboratifs pour travailler le vivre ensemble entre les élèves, ça peut être des choses intéressantes aussi.